Brésil, début du XXe siècle. Dans un Brésil marqué par la República Velha, la vieille République, le football n'en est qu'à ses prémices. Plus tard, il va devenir l'un des phares de la reconnaissance du pays à l'étranger, mais en ce début de siècle, il n'est réservé qu'à une élite. Importé par les colons britanniques, le football est associé aux élites blanches des principales villes du pays, comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, dans la plus pure tradition anglaise. Grâce à des personnages comme Arthur Friedenreich, considéré comme l'inventeur du dribble au Brésil, le football va servir de catalyseur pour mettre en relief et dénoncer le racisme ultra présent dans la société brésilienne de l'époque. Dans quel contexte le football est né au Brésil ? Pourquoi le dribble fut l'allégorie de la lutte contre le racisme ? Comment le football a fait comprendre à la société brésilienne qu'elle était issue d'une diversité dont elle ne pouvait se passer ? Plongé au cœur du Brésil, entre Sao Paulo, Rio de Janeiro et son quartier Vasco de Gama. Cette chronique est principalement inspirée du chapitre Dribbler, un art décolonial, issu du livre de Michael Correa, Une histoire populaire du football. L'excellent article du site football.fr, Le football au Brésil, d'un sport d'élite à la légende Pelé, a également nourri cette chronique. Benji est à la lecture des extraits du livre et, comme à son habitude, derrière sa fidèle console. Brésil, 1888. 13 mai 1888, la loi Auréa vient d'être signée par la princesse Isabelle, fille de l'empereur Dom Pedro II. Cette loi abolit toute forme d'esclavage sur le territoire brésilien. Dernier pays d'Amérique du Sud à l'abolir, elle va modifier la face du pays, mais seulement dans les textes. Comme souvent, quand ce genre de loi est promulgué, ce n'est qu'une façade administrative et juridique. La population brésilienne de cette époque est directement liée à la traite négrière. À la fin du XIXe siècle, 58% de la population est noire. Le contexte politique est en totale opposition avec la promulgation de cette nouvelle loi. De 1889 à 1930, le Brésil est sous le régime de la República Velha, littéralement la vieille République. Elle est restée dans l'histoire brésilienne comme la politique des gouverneurs. À la tête des différents États qui composent le pays, on retrouve très souvent des oligarques. Le pouvoir de la République du café comme Leite, la République du café au lait comme elle est appelée, réside dans deux pôles. Celui de Sao Paulo, le plus puissant économiquement grâce à sa production de café, et dans celui du Minas Gerais, la principale source électorale de l'époque et grand producteur de lait. Vous imaginez bien qu'un pays tenu par de riches familles de blancs économiquement puissantes n'était absolument pas prêt à casser les codes et les traditions pour intégrer populations noires, métisses ou amérindiennes. À cela, vous ajoutez un profond changement de la population avec l'arrivée massive d'Européens et vous obtenez le Brésil avec un très fort accent raciste du début du XXe siècle. C'est dans ce contexte que va se développer le football, l'un des futurs joyaux de la culture brésilienne. Brésil, 1894. On fixe les débuts du football au Brésil au cours de l'année 1894. Mais n'imaginez pas le football brésilien sur les plages de sable fin, shorts de bain et lunettes de soleil vissées sur le nez. Le football est à l'image de la société brésilienne, élitiste et raciste. Conformément à ce qui se fait en Angleterre, où le football est également en train de se développer, la pratique de ce sport est exclusivement amateur. L'entre-soi bourgeois se complaît à reprendre les normes de l'establishment anglais. On entonne des chants britanniques, on boit du whisky et on assiste au match avec un joli costume ou une jolie robe. Au début du XXe siècle, dans les championnats paulistes, donc de Sao Paulo et Carioca, de Rio de Janeiro, les Noirs, les Métis, les Amérindiens, mais aussi les Blancs des quartiers les plus pauvres ne sont pas autorisés à prendre part à des matchs de foot. En 1919, l'équipe nationale brésilienne remporte sa première compétition internationale en s'imposant lors de l'équivalent de la Copa América qui regroupe les différents pays sud-américains. Sauf qu'il y a un problème majeur dans cette équipe. Il s'appelle Arthur Friedenreich. Fils d'un riche Allemand appartenant au monde des affaires pauliste et d'une lavandière brésilienne, Friedenreich a la peau noire. Pendant cette compétition, il subit la violence des défenseurs blancs adverses.
Il adopte alors une stratégie d'évitement directement issue des danseurs de samba et des lutteurs de capoeira, cet art martial brésilien. Le dribble est né. Olivier Guèze, dans son livre Éloge de l'esquive, en fait un parfait résumé. Ainsi naît le dribble au Brésil. Ruse et technique de survie des premiers joueurs de couleur, le dribble leur évite tout contact avec les défenseurs blancs. Le joueur noir qui ondule les chaloupes ne sera pas rossé, ni sur le terrain, ni par les spectateurs à la fin de la partie. Personne ne l'attrapera, il dribble pour sauver sa peau. Le président de la République brésilienne, Epitácio Pessoa, n'aime pas cette histoire d'ouverture et de diversité de la culture brésilienne. En 1921, il émet un décret de blancheur qui détaille les conditions d'admission à la sélection brésilienne. Le meilleur de notre élite footballistique, les garçons de nos meilleures familles, les peaux les plus claires et les cheveux les plus lisses. On a compris le refrain, rien de bien original donc. En marge de tout ça, le club de Vasco de Gama fait office d'exception. Fondé par des immigrés portugais, le noir, le blanc et le rouge de leur maillot symbolisent les différentes identités du pays, africaines, européennes et amérindiennes. Il est l'un des symboles de ce que le foot va apporter à la société brésilienne. Le club remporte 2 fois le championnat Carioca en 1923 et 1924, mettant en avant une vérité indéniable. Le football blanc ne peut plus dominer. Il faudra encore quelques années avant que les cultures qui font du Brésil un magnifique pays multiculturel soient réellement mises en avant. Non, le football n'a pas réglé tous les maux au Brésil, mais il a servi de catalyseur à toute la société brésilienne pour la faire évoluer. Le style de jeu, qu'on appelle le joga bonito, qui fait du football un jeu ludique, porté par le dribble plus que par la tactique, à l'opposé de la rigidité européenne, va servir de vecteur à une identité collective brésilienne. Dans les stades, des marqueurs de l'identité afro-brésilienne émergent alors. Les orchestres de samba, les tamborims, les caixas et autres percussions rythment le match. Pour terminer cette chronique, quoi de mieux que la magnifique définition de l'anthropologue brésilien Gilberto Freixo. Il y a quelque chose qui rappelle la danse, la capoeira dans le football brésilien, qui adoucit et arrondit ce jeu inventé par les Britanniques. Ce jeu pratiqué de façon si aiguë et anguleuse par les Européens. Tout cela semble exprimer le métissage à la fois flamboyant et ingénieux qui peut aujourd'hui être décelé à travers toute affirmation propre au Brésil. Oui, le football peut être une histoire de philosophie, d'anthropologie et de bons mots. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.